Regardez-moi ces racailles là, ça pue la soirée clandestine cette affaire, hein. Je suis même prêt à parier que le mec avec la casquette rouge il a pris des champignons. Ah, j'ai pas peur de dénoncer, moi, hein. Je dis les choses, hein, même si je sais que le type en bleu il est un peu radicalisé, il a des liens avec les terroristes des 10 anneaux. Il y a lui, il y a Sauron, Pierre Ménès et le prince Albert, hein, mais ils peuvent venir, je les attends. Bon, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 294e JT Comics. On va avoir un Captain America 4 et apparemment il y a quelques militaires français qui ont eux aussi des idées de scénario, au moins pour la France, hein, où ils veulent jouer eux aussi des super soldats. Pas sûr que ça nous foute à tous la gueule, mais bon, passons plutôt aux news de la semaine. Maman, c'est la news insolite du jour. On apprenait la semaine dernière qu'elle allait faire son entrée dans le Marvel Cinematic Universe dans la série Secret Invasion, mais il semblerait qu'Emilia Clarke fasse aussi un espèce de transfert de l'industrie d'Hollywood à l'industrie du comic book, hein, puisqu'elle va écrire son tout premier comics indépendant, hein, Mom, où on nous promet une action déjantée à la Deadpool. Alors, elle rejoint la lignée des Kenny Reeves, des J.J. Abrams et son fils, des Thomas Jane, qui font partie des célébrités qui se mettent à écrire des comics. Là en réalité elle le coécrit ce titre qui s'intitule Mom, Mother of Madness avec Marguerite Bennett et la française Leila Lez qui a le vent en poupe en ce moment et je suis vraiment content pour elle, hein. Donc certains diront que c'est ce qu'on appelle du celebrity marketing, hein, que c'est un prête-nom pour faire vendre plus de comics parce que c'est Emilia Clarke. Moi j'aime bien croire en la sincérité des gens, surtout quand ils se prétendent amoureux du médium qui est le comic book et qu'ils contribuent à le faire connaître, d'autant qu'en plus elle va signer la couverture de ce comic book puisqu'elle est artiste aussi, un comics dans lequel on prend au pied de la lettre l'expression les mamans sont des super-héroïnes du quotidien, puisqu'on va être présenté à Maya, scientifique la journée, super-héroïne la nuit, maman célibataire H24. Et donc sa première affaire, ça va être du trafic d'êtres humains, hein. Ça sort fin juillet chez Image Comics et je sais pas vous, mais moi je suis chaud comme la glotte de Drogon. Cap ou pas cap? Attention, il va y avoir quelques spoils de Falcon and the Winter Soldier dans cette news. Donc si vous l'avez pas vu, vous savez que le JT est toujours séquencé, hein. Chaque news, vous l'avez dans la barre du temps là, de YouTube. Donc vous pouvez passer à la news prochaine. J'espère vous avoir laissé assez de temps pour le faire, hein. Et puis bon, oui, j'ai vu Falcon and the Winter Soldier, hein. Je suis toujours vraiment pas convaincu par cette série, même s'il y a des bons éléments à mon goût, hein. Mais là où WandaVision a créé une forme de précédent en faisant vraiment évoluer le personnage de Wanda Maximoff en sorcière rouge, hein, donc ça l'a mis sur une espèce de voie qui était tout à fait utile, et puis qui a introduit aussi des nouveaux personnages intéressants, hein, avec Monica Rambeau, avec le White Vision à la John Byrne, et c'est toujours intéressant. Et bien là en fait, dès la fin d'Endgame, on l'a vu que Steve donnait son bouclier, adoubait Sam Wilson, le Faucon, en Captain America. Donc à la limite, si on n'avait pas eu cette série, ça ne nous aurait pas choqué d'avoir un Captain America 4 de suite. Voilà, ils nous font faire un petit pas en arrière qui est pas forcément désagréable, hein, avec Sam Wilson qui hésite à prendre le bouclier, qui réfléchit bien, avec cette ersatz de terroriste Carly là, qui veut tuer mais sans trop tuer. Donc hop, on a tué. Bon, ça moi ça passe pas vraiment. Après, même si j'ai trouvé le discours politique un petit peu light dans la série, j'ai quand même aimé cette forme de critique sociale et des tensions raciales et donc d'une forme de racisme institutionnel de l'Amérique avec les différences de traitement entre un super soldat noir, un super soldat blanc. Ça c'était intéressant. Le petit côté buddy movie très light, hein, ça va pas trop chatouiller les youks de l'arme fatale, hein, ça aussi c'est appréciable. Et j'ai quand même aimé, hein, le John Walker, hein, qui éclate quelqu'un à coup d'un bouclier qui finit aussi ensanglanté qu'une soirée à Savigny-sur-Orge, hein, et qui me donne de l'espoir de croire en cette rumeur selon laquelle Marvel Studios aurait décidé quelle propriété, hein, de l'univers Netflix, qui était censé être dans le MCU, va y rentrer pour de bon cette fois. On aurait Vincent D'Onofrio en Caïd dans la série Hawkeye, on aurait Matthew Murdock ou Daredevil ou les deux dans Spider-Man No Way Home, et puis bon, ils veulent aussi Kristen Ritters en Jessica Jones, et John Bernthal en Punisher, un autre petit Johnny qui, s'il revient sans Billy Russo, ça sera très très bien, et tant qu'il s'inspire, hein, des séries Punisher Max, de Garth Ennis ou de Jason Aaron, je suis très très chaud. Bon, après il y a aussi la Comtesse, hein, qui est une sorte d'anti-Nick Fury que j'apprécie beaucoup dans les comics, ça m'a donné envie de relire tout Secret Avengers, qui est prête à tout pour arriver à ses fins, hein. Elle a été triple agent, enfin c'est complètement dingue, il me tarde de la voir, en plus elle est incarnée par une très bonne actrice, Dreyfus, il me tarde de la voir aux côtés de Samuel L. Jackson. Je pense que ça peut donner des très belles scènes si on la revoit dans Secret Invasion et créer peut-être les Thunderbolts ou les Dark Avengers, enfin ça peut être intéressant. Donc je reste sur ma fin,
en même temps je suis content parce que ça m'a donné envie de ressortir tous les omnibus là du run de Captain America de Steve Epting et de Ed Brubaker, dont je comprends tout à fait l'amertume de ce dernier. Non seulement quand il voit ce qu'on a fait de son run un petit peu dépouillé, et en plus quand il voit qu'il est largement sous-payé alors que c'est une machine qui rapporte pas mal d'argent. Donc je vous laisse me dire vous ce que vous pensez de ce Captain America 4, de cette passation et de la série en général. Fanboys and girls, j'adore ce genre de news. On va parler chiffres et on va chercher à savoir un petit peu quelle franchise entre Marvel et DC est la plus populaire en ligne auprès des fans, puisque le site Game a commandé une étude. Ils ont analysé toutes les recherches tapées sur Google et ils ont, sur les pays où c'était disponible, en tout cas ces volumes de recherche, ils ont un petit peu fait des classements. Ils sont partis du principe que si les gens recherchaient plus Marvel, eh bien cet univers était plus populaire, même si on pourrait s'imaginer que les fans de Marvel recherchent sur Howard the DuckDuckGo. Et sur 60 pays dispo, c'est Marvel qui arrive en premier dans 51 d'entre eux, donc c'est une victoire écrasante. Avec notamment en tout premier c'est aux USA, donc où on a 310 000 requêtes mensuelles, et puis après en Inde où il y a 110 000 requêtes mensuelles alors qu'ils sont 1 milliard d'habitants de plus. C'est vous dire à quel point c'est culturel, et nous la France on est 5e avec 90 000 requêtes mensuelles tout de même, et puis vous avez les 3 pays où on recherche le plus de DC, c'est la Corée du Sud, les États-Unis et l'Inde également. Et ce qui est marrant c'est qu'on peut voir quel est le super-héros et le super-vilain préféré par pays. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris et puis c'est une façon aussi de vous saluer à tous puisque vous n'êtes pas que des Français à me regarder. J'ai pris tous les pays dans mes statistiques YouTube à partir desquels vous me regardez, et puis je vais vous dire un petit peu vos super-héros préférés, la tendance qui est pas forcément la bonne direction, on le sait, les poètes l'ont dit. Donc vous avez en France, en Belgique, Spider-Man, j'embrasse tous les Belges aussi. Au Canada, la belle province et le Canada, c'est Captain America, ça va faire mal au cul de Wolverine et du Guardian. En Suisse, c'est Iron Man qui arrive en premier. On est toujours en France, mais à la Réunion, dans les dom-toms, c'est soit Spider-Man, soit Iron Man, puisque c'est tout petit et c'est très mal fait, donc j'ai du mal à voir. En Algérie, 1, 2, 3, c'est Spidey qui arrive en tête, et le Maghreb n'est pas du tout United, puisqu'en Tunisie c'est Spidey, mais au Maroc, on peut être fier des Marocains puisque c'est Batman qu'ils préfèrent. Et puis au Sénégal, que j'embrasse, c'est Spider-Man également. Et pour tout ce qui est vilain, c'est un petit peu plus uniforme. France, Belgique, Canada, on est sur Thanos, c'est le préféré. En Suisse, c'est Venom qu'on préfère. La Réunion, on est sur le Joker. En Algérie, tout le Maghreb, on est sur Thanos également. Et puis en Sénégal, c'est Venom qui arrive en premier. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça diverge. En plus, ça dépend d'où tu habites. Donc on peut faire un petit big up aux Allemands qui sont les seuls à préférer Daken, le fils de Wolverine. L'Indonésie, l'Égypte, ils ont ressorti quelqu'un, je n'aurais pas misé dessus, c'est Emplate, donc le frère Saint-Croix, qui je pense est plus une requête de lecteurs de comics. Et je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de comics là-bas, de dessinateurs aussi, d'artistes. Les Turcs, c'est le seul pays à mettre Groot en tout premier. Et puis l'Inde, Vanda Maximoff. Je vous laisse me dire dans les commentaires quel est le super-héros, la super-héroïne, le super-vilain ou la super-vilaine que vous recherchez le plus sur Google, soit parce que vous la kiffez, soit parce que son histoire c'est tellement un bordel que vous avez du mal à comprendre. Moi, c'est évidemment Tante May pour des raisons de fantasme évidentes, comme tout un chacun je pense. Le déni. Aussi bien chez Marvel que chez DC, certains fans ont du mal à se défaire de ce qui est devenu des véritables Madeleines de Proust. Alors parfois, ils n'y sont pas aidés, notamment avec la Warner, par Zack Snyder qui en lui-même en personne diffuse au rythme d'une pompe à morphine de l'espoir tout simplement, en supportant le hashtag Restore the Snyderverse, parce qu'il dit que même si ça n'a pratiquement aucune chance d'aboutir, c'est soutenir son travail, et donc ça lui plaît. Il pense aussi à donner des informations sur ce qu'aurait pu être son Snyderverse, sur des scènes coupées même de la Snyder Cut, avec notamment on a appris que à l'origine c'était 2 Green Lantern qui devaient venir voir Bruce Wayne à la fin de sa Snyder Cut, c'était Kilowog et John Stewart. Ça donnait lieu à ce concept art qui, pris hors de contexte, ressemble au démarchage de témoins de Jéhovah le plus cool du monde peut-être. Et forcément, tout ça a donné des fans hardcore qui ont loué un camion publicitaire avec écran géant, qui ont affiché Restore the Snyderverse et qui ont tourné pendant 1 heure autour du QG de la Warner. J'aurais adoré voir leur gueule à l'intérieur. Et certains fans de Marvel s'inspirent des tactiques de guérilla pop des Snydereros, en louant un panneau publicitaire sur lequel ils affichent une demande, la résurrection d'Iron Man. Après Jésus revient, Tony revient, mort pour nos péchés, on le sait bien. Alors bon, moi je suis pas trop partisan du retour au Iron Man Show, mais je peux comprendre d'où ça vient cette demande quand on voit des shows, des séries comme Loki, comme WandaVision, je comprends, pourquoi pas le retour d'Iron Man, ils entretiennent cette saleté d'espérance. Tiens, je vous laisse me dire ce que vous afficheriez sur un panneau publicitaire géant si on vous l'offrait en plein Times Square, moi
Je suis un homme simple, donc ça serait Tim Roth doit jouer Spider Jérusalem dans l'adaptation en série live de Transmétropolitane. Collabo! Rassurez-vous, je vais pas vous raconter comment ma grand-mère s'est retrouvée à avoir le crâne rasé, et pas parce qu'elle kiffait le personnage de Charles Xavier, puisque c'était 20 ans avant la naissance de ce dernier, mais on va parler de quand les franchises se font des gros bisous avec la langue, dans le plus grand irrespect total des gestes barrières. Et on commence avec DC, vous le savez, qui a fait un partenariat avec Epic Games pour sortir des comics Fortnite, où on voit Batman arriver sur l'île et devoir défourailler pas mal de monde. C'est assez croustillant. Et il semblerait que même si les libraires ont bien joué le jeu, eh bien ils ont quand même sous-estimé la demande en comics. Alors quand Fortnite, le compte officiel, a tweeté à propos de ça, eh bien il y a plein de gens qui ont voulu ces comics. Pourquoi aussi? Parce qu'à l'intérieur il y a un code qui permet de débloquer un skin d'Harley Quinn version Rebirth par Amanda Conner, donc pour habiller son personnage Fortnite en Harley Quinn. Et ça a été la guerre totale. En tout cas, DC en est déjà à sa troisième impression, et les comics de la première impression se vendent déjà plus de 100$ sur eBay, et le code tout seul qu'on peut obtenir sur l'application de lecture digitale DC si vous habitez en Amérique du Nord, le code seul se revend plus de 40$ sur eBay. De toute façon, dans cette Battle Royale, ceux qui finissent toujours top 1, ce sont les spéculateurs. Disney nous offre ensuite quelque chose d'assez inédit, qui risque d'intéresser tous les fans de basket, puisqu'ils vont mélanger en toute consanguinité deux de leurs filiales, Marvel et ses Vengeurs, et l'ESPN et ses basketteurs, pour un match de NBA qui va être mélangé à une intrigue Marvel. Ça va être à coup d'animation 3D, de rendu 3D, enfin ça va être assez hybride, et on ne sait pas trop comment, peut-être aussi un petit peu pour faire un petit pied de nez à Space Jam, mais le pitch c'est que les Vengeurs ont arrêté une invasion alien, comme d'habitude, sauf que là ça s'est joué à un poil du cul de l'Amérique, si tu vois ce que je veux dire. Et donc ils vont commencer à essayer d'agrandir leur rang avec des athlètes de haut niveau, et ils vont aller à un match de basket, les Pélicans contre les Warriors, pour essayer d'observer les 3 joueurs stars de chaque équipe. Et pour les fans de basket qui regardent, ça se passera dans la nuit du 3 au 4 mai en France. Et puis on termine avec quelque chose d'assez légendaire aussi, puisque les lecteurs de Zenda du début des années 90 s'en souviendront, ceux de hors collection du début des années 2000 aussi. Monsieur Sergio Aragonés revient sur son Grou le Vagabond, qu'il a arrêté il y a à peu près 5 ans je crois, pour un crossover de légende, puisque Grou le Vagabond va rencontrer Tarzan, un monstre de la littérature aussi, de Wright Burroughs, et ça va se passer dans un comics qui sera scénarisé par Aragonés et par Marc Evanier, et dessiné par Thomas Yates. Improbable. L'héritage. Ça bouge pas mal chez DC en ce moment, notamment avec la création d'un nouveau label d'horreur. Avec moi, quand j'entends label d'horreur, quand je vois des couvertures de Bill Sienkiewicz, je peux pas m'empêcher de penser à la grande époque de Vertigo, qui est le meilleur label de comics qui existe, à une filiale de chez DC Comics. Mais là, ça m'intéresse un petit peu moins, puisque ça va être ce comic book une préquelle au prochain film The Conjuring, qui vous savez a déclenché tout un univers cinématographique d'horreur. Et sinon, la grosse news comics de la semaine, c'est évidemment le remplacement de Clark Kent par son propre fils, Jonathan Samuel Kent, qui va prendre le relais. Donc d'ici en juillet, va arrêter le titre Superman pour le remplacer par Superman Son of Kal-El, fils de Kal-El, donc dans lequel on verra ce petit bonhomme là qui avait été créé par Dan Jurgens dans l'event Convergence, qui avait été accouché dans la Batcave du Batman version Thomas Wayne, on va le voir prendre un petit peu son envol. Il a déjà pas mal baroudé, on va dire, avec notamment un autre fils d'eux, Damian Wayne. Puis il a grandi trop vite, merci Brian Bendis, avec la Légion, où il a appris à marcher dans les traces de son père. Et ça sent toujours un petit peu mauvais ce genre de passation de relais. Je sais pas trop ce qu'il va devenir du Superman en chef. En tout cas, vous le verrez encore au moins dans Action Comics et dans la série où il va diriger The Authority. Tout ce que je sais, c'est que c'est dessiné par John Timms et scénarisé par Monsieur Tom Taylor, et que lui, il a toujours l'habitude de nous régaler. Et enfin, on en parlait déjà il y a au moins 2 ou 3 ans, mais un nouveau DC Black Label va sortir. Vous savez, c'est le label soi-disant adulte de chez DC. C'est Brian Azzarello qui va s'en charger avec Monsieur Alex Maleev, donc une équipe de rêve. Et la dernière fois qu'il était là, Brian Azzarello, il a quand même montré la Bat-Tub et ça a déclenché un chaos pas possible. Là, en fait, il vient pour faire un titre Suicide Squad qui s'appelle Get Joker, attraper le Joker. Il va faire quelque chose qui semble tout à fait évident, c'est que Amanda Waller va recruter dans la Suicide Squad Jason Todd, Red Hood, le Robin mal aimé des lecteurs de Batman, à tel point qu'ils ont tous préféré voter pour le tuer. Et c'est Jim Starlin qui l'a fait dans Un deuil dans la famille. Et justement, c'est le Joker qui l'a pris à coup de pied de biche, donc ça risque d'être assez personnel, mais plus c'est personnel, plus Amanda Waller aime ça. Matt Hollingsworth aux couleurs,
Jorge Fornes pour les variantes cover. Et il y a aussi une nouvelle série sur la meilleure bromance des comics, Booster Gold et Blue Beetle, dans laquelle le premier va demander au deuxième des conseils pour devenir un influenceur. Ça sent la virée à Dubaï pour aller chercher Plastic Man dans le 95D de n'importe quelle star de la télé-réalité. Lisez, et cette semaine, j'ai eu pas mal de taf, mais je tenais absolument à relire quelques épisodes. J'ai pas tout relu, mais des épisodes de la Alpha Flight, donc aussi bien quand elle a été installée par Chris Claremont et John Byrne dans les X-Men qu'il co-scénarisait et que Byrne dessinait. Il y a aussi, puisque ça vous le voyez pas sur la couverture, mais il y a aussi du Steve Ditko avec Tom DeFalco, puisque on voit l'Alpha Flight dans le Machine Man numéro 18, un très bon numéro. Et puis vous avez tout le début de la série qui était scénarisé, dessiné par John Byrne. Il y a des numéros d'anthologie, notamment les covers sont folles. Moi j'adore la cover, toutes les covers où on utilise un petit peu l'espace négatif là. C'est la première intégrale consacrée à l'Alpha Flight, donc vous avez vraiment tous les débuts de cette équipe. Il manque peut-être un Marvel 2-in-1 où on voyait la chose et l'Alpha Flight se liguer pour faire face à une espèce de cosplayer de Conan un petit peu énervé, mais je peux comprendre pourquoi Panini ne l'a pas mis, même si ça peut faire un AVC à n'importe quel complétiste, mais ils ont une ligne intégrale consacrée à Marvel 2-in-1, avant qu'ils y arrivent, ceci dit, parce que c'est dans les années 80, donc ça va être compliqué. Bref, il y a des superbes pages, de l'ingéniosité, je pense notamment au aveuglé, donc Snowblind, dans lequel vraiment Byrne s'amuse à jouer avec les codes du médium. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas on peut dire qu'il a pas peur de la page blanche, lui. Je vous laisse me dire ce que vous lisez, ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous intéresser à mon travail, on le voit, le dernier JT il a cartonné, et merci, bienvenue à tous les nouveaux arrivants, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos intégrations aux stories Instagram, où je vois un petit peu. Merci au fou furieux qui a testé ma recette de tacos, puisque j'avais vérifié que la recette de tacos existe, du dernier JT, et j'espère vraiment qu'il va bien, on est sûr de rien parce que c'était une sacrée recette, mais merci à lui, je l'embrasse, vous êtes peut-être plus nombreux que ça dans les commentaires, vous m'avez dit on va tester, puisque vous pouvez me laisser vos commentaires, vos réactions sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous. Je finis toujours par le faire, même si des fois ça prend un petit peu plus de temps, ça c'est la vie. Sur les réseaux sociaux aussi, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis près de 6 ans maintenant, et donc je vous fais des bisous, j'espère que tout va bien pour vous, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. En toute mauvaise foi, je crois que si on m'offre cette figurine de Bucky, ça serait comme un code d'activation et que je pourrais l'utiliser comme une arme létale pour tabasser celui qui m'en fait cadeau. Elle est vraiment trop vilaine. En toute mauvaise foi.